pour cette table ronde, je suis un peu dissipée, ouais. Enfin, donne un coup de cloche. Là. Ah, voilà. J'osais pas. Ça fait trop Fort Boyard. Donc, pour cette table ronde qu'il me revient d'animer et de modérer, vous avez vu que mes capacités de mettre du temps sont quand même assez limitées. Je vais essayer d'être meilleure en animation. Donc, nous accueillons 3 collègues qui viennent témoigner de manière assez vivante et, on l'espère, la plus sincère possible de projets de musées installés dans un monument historique. Alors, des projets soit finis et des musées ouverts, soit des projets en cours, voire des projets au long cours, pour certains. Donc, on va vous proposer l'organisation suivante en se donnant 1 heure au total. Donc, avec une très rapide présentation de chacun et chacune de leur établissement, pour que vous sachiez un petit peu de quoi on parle et d'où ils vous parlent. Et puis ensuite, on a découpé de manière extrêmement originale l'intervention en 3 ou 4 étapes qui reviennent en fait à l'avant, pendant et après le projet. Donc ça nous a pris beaucoup de temps pour trouver ce découpage. Mais qui vont, des thématiques qui vont, je pense, résonner avec ce qui a été présenté précédemment. Et ça vous permettra aussi, je pense, d'avoir des sujets de discussion qui pourront émerger pour la discussion qui pourra suivre. Et puis évidemment, pour les visites qui auront lieu cet après-midi. Donc, je commence à donner la parole à Aurélie Sanson, directrice du Muséum Arlatin. Je prononce bien. Tout à fait. À Arles, et donc pour 2 minutes de présentation du projet et du musée. 2 minutes, c'est confort. Donc, le Muséum Arlatin, effectivement, je vous amène un peu plus au sud. C'est aussi un musée départemental qui a été créé à la fin du 19e siècle par le grand poète provençal Frédéric Mistral. Il ne s'est pas installé tout de suite dans le bâtiment dont vous voyez quelques images ici. Il s'y est installé grâce à l'argent du poète qu'il a reçu grâce au prix Nobel de littérature qu'il a eu en 1904. Et donc, dès 1906, il s'engage, Frédéric Mistral, à habiter ce lieu qu'il va transformer en lieu de mémoire et en musée d'ethnographie régionale pour faire rayonner une culture dont il sentait la disparition et qu'il fallait sauvegarder. Ce lieu dans lequel il s'installe, c'est un monument historique. Il est classé et inscrit monument historique entre 1908 et 1912, selon les différentes parties. Et ce lieu renferme 2000 ans d'histoire, avec notamment, on le voit sur la photo du bas au centre, des vestiges du forum romain du 1er siècle, le forum augustéen, qui sont désormais classés par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité. Il y a aussi une aile qui est, qui est un ancien hôtel particulier Renaissance du début du XVIe siècle, d'une noble famille arlésienne. Au XVIIe, les pères jésuites sont arrivés, ils en ont fait un collège jésuite de garçons. Ils ont créé la chapelle adjacente qui est désormais notre espace d'exposition temporaire. Et ils ont créé une nouvelle aile au XVIIIe avant d'être boutés hors de Provence. Donc c'est la partie la plus sobre, là, dont on voit la plus sobre avec une galerie d'arcades. Au XIXe, c'est devenu un collège municipal. Il y a eu quelques aménagements, donc une aile délabrée du XVIe a été tombée, a été remplacée par une aile pastiche de l'hôtel particulier, mais qui fermait la cour. Et puis au XXe siècle, Frédéric Mistral arrive et en fait le Muséum Arlatin. Nouvelle couche au XXIe siècle avec le projet de rénovation dont je vous parlerai. Voilà. Donc la rénovation, elle a été un peu échelonnée, on va dire. Voilà. Tout a commencé par un avis défavorable de la commission communale de sécurité en 2006-2007 qui a obligé à fermer une partie des salles pour des raisons structurelles. Certaines parties du bâtiment, les planchers étaient en train de cintrer et de s'affaisser. Donc, on a dû fermer. On a fait le mini-musée pendant quelques années.
Et puis on a fermé complètement en 2009 et là c'est véritablement lancé le chantier, pas au sens des travaux, mais un chantier de négociation, d'obtention des crédits, de vote de budget, de lancement des marchés aussi, des concours d'architecture, etc. Les travaux n'ont vraiment commencé qu'en 2016, après 6 mois de frémissement où il y a eu un changement de mandature et on ne savait pas trop à quelle sauce le musée Arlatan allait être mangé. Et puis voilà, il y a eu 3 ans de travaux, vraiment, et 1 an de remontage, réinstallation muséographique, intégration des contenus numériques, etc. Et puis, il y a eu le Covid. Donc, patatras, on n'a pas pu ouvrir en 2020. Bon, ça nous a laissé quand même un peu plus de temps. Mais bon, voilà. Pour faire encore mieux et encore plus beau. Et donc, on a pu rouvrir en 2021 en sortie de confinement culturel. Ce projet de rénovation, il a coûté au département des Bouches-du-Rhône et aussi à l'État, à la DRAC et à la région Sud et à la communauté d'agglomération Arles-Cros-Camargue-Montagnette. Il a coûté près de 30 millions d'euros en comptant aussi les réserves externalisées. Voilà. Merci. Donc pour la présentation du Musée des Beaux-Arts de Dijon, je donne la parole à Sandrine Champion, directrice des collections, me semble. Merci, bonjour à tous. Je voulais tout d'abord remercier les organisateurs de m'avoir invité à vous parler de la rénovation du Musée des Beaux-Arts de Dijon, à laquelle j'ai eu la chance de participer, tout d'abord en tant que responsable de la régie des collections, puis en étant nommée chef de projet pour mener à bien la fin de la rénovation, c'est-à-dire entre 2016 et 2019. Voilà, donc le Musée des Beaux-Arts est installé dans un palais, le Palais des Ducs de Bourgogne, puis des États de Bourgogne, bâtiment protégé partiellement MH, à 2 périodes, 1862-1926. Donc tout le musée n'est pas protégé MH. Il y a des zones en effet totalement protégées et avec des œuvres aussi protégées MH, en particulier un plafond peint, mais qui a conduit donc en effet à travailler avec 2 cabinets d'architectes, un cabinet classique, j'allais dire, le cabinet Yves Lion, et un architecte monument historique, Éric Palot. Je tiens à dire dès à présent qu'on a eu la chance que les 2 architectes s'entendent bien pour mener à bien ce projet, parce que c'est peut-être pas si évident que ça. Globalement, voilà, ils avaient la même sensibilité, j'allais dire, patrimoniale pour mener à bien ce projet. Vous voyez, comme un petit peu pour la collègue Aurélie, que le projet s'est étalé sur, alors peut-être encore même plus longuement qu'à Arles, puisqu'en fait, l'idée de rénover ce musée est arrivée dès l'arrivée à la municipalité donc de l'équipe de François Rebsamen, qui lance très vite le projet, donc dès 2002. Et vous voyez qu'on a inauguré le musée en 2019. Donc ça a été quand même un très long temps de rénovation entre les études de programmation, bien sûr les concours d'architectes. En même temps, on a mené un chantier des collections, on a construit des réserves extérieures. Donc ça explique aussi la longueur évidemment de ce chantier. Et contrairement à Arles, en fait, le musée n'a jamais été fermé le temps des travaux, c'est-à-dire qu'on a phasé les travaux et on a fermé les bâtiments, enfin les ailes du musée à fur et à mesure de l'avancement des travaux, ce qui était, je vous l'avoue, assez complexe. Je pense que c'est assez confortable qu'un établissement ferme complètement pendant une période donnée pour pouvoir avancer correctement sur le chantier de rénovation. Ça induit des problèmes de conservation des collections, de sécurité, enfin vous connaissez bien tout ça. Donc vous voyez le musée en quelques chiffres, 50 salles d'exposition à l'issue du chantier de rénovation. L'idée était vraiment de rendre le bâtiment aux collections et aux musées. Donc en fait, avant de commencer, je vous parlais des réserves externalisées, ça a été le préambule. Ça a été également la nécessité de déménager tous les bureaux de la conservation, les cabinets d'art graphique, l'atelier photo, etc. Tout le monde est parti dans d'autres bâtiments pour pouvoir rendre le bâtiment exclusivement aux visiteurs et au déploiement des collections. Donc on a gagné pratiquement 1000 mètres carrés d'exposition à l'issue du chantier de rénovation pour aboutir à 4000 mètres carrés d'exposition avec environ 1500 œuvres exposées, ce qui est très peu par rapport à la totalité des items. On est à plus de 140 000 œuvres dans les collections. Mais bon, ça c'est pareil, c'est quelque chose que vous connaissez bien, le nombre de pourcentage d'œuvres exposées par rapport aux réserves. On a multiplié par 3 la surface d'accueil du musée des Beaux-Arts.
On avait par contre très peu de mètres carrés pour les expositions temporaires. On vient de changer ça. On en reparlera sans doute, mais voilà, le musée a 5 ans et on est en train déjà de reprendre le parcours muséographique et de changer un petit peu les salles. Donc pour atteindre des surfaces d'exposition temporaire à peu près correctes, à hauteur de 650 mètres carrés aujourd'hui. Un budget total de 60 millions d'euros, ce qui était quand même extrêmement conséquent, comprenant là aussi la construction des réserves externalisées et comprenant aussi le budget dévolu aux restaurations d'œuvres. Ça, c'était aussi bien sûr important. Et vous voyez qu'on a eu un budget quand même extrêmement confortable, 5 millions pour restaurer les collections. Donc c'est quand même un budget conséquent pour mettre en valeur aussi ces collections. Budget total donc de 60 millions, supporté pratiquement à 60% par la collectivité, avec des aides quand même et des subventions bien sûr de l'État. Et un petit peu de mécénat à hauteur de 800 000 euros. Ensuite, le Palais des Ducs de Lorraine, qui accueille le musée Lorrain. Donc pour la ville de Nancy, Richard Dagorn. Eh bien, écoutez, bonjour à tous et toutes. Effectivement, le musée Lorrain, dont j'ai coutume de dire que c'est le musée universel de la Lorraine, c'est un musée qui est à peu près sans équivalent. Peut-être que l'exemple le plus proche, c'est un musée que vous connaissez sans doute, c'est le musée savoisien à Chambéry, qui naît d'une même démarche, en l'occurrence une démarche identitaire qui est portée par des lotharingistes, on les appelle comme ça, au milieu du 19e siècle, qui voit l'ouverture d'un premier musée en 1850, 51 plus exactement, et une extension progressive du musée à partir de l'ancien palais ducal, celui-là même où vécurent ceux qui ont terrassé le Téméraire, ça c'est pour la petite flèche à Sandrine. Mais effectivement, ce musée qui se déploie progressivement pour, au début des années 2000, occuper à la fois l'ancien palais ducal, le bâtiment Moret qui le jouxte, et puis de l'autre côté de la rue, l'église des Cordeliers, l'ancien couvent des Cordeliers qui abritait jusqu'à la fermeture partielle du musée les arts et traditions populaires. Alors le musée, je vous ai dit qu'il a des collections à peu près dans tous les domaines. Ça va de Georges de la Tour aux instruments scientifiques en passant par l'archéologie. Le projet donc, de rénovation a été initié à la fin des années 2000. Le concours d'architecture qui a été remporté par Philippe-Charles Dubois, dont vous avez vu tout à l'heure une réalisation qu'a présentée Jean-Marc Zuretti, en l'occurrence le musée Fenaille, mais il aurait pu aussi vous parler du Palais de la Berbie, musée de Toulouse-Lautrec à Albi, qui est aussi une réalisation de Philippe-Charles Dubois, et qui d'ailleurs, à mon avis, lui a donné certaines idées dans la façon de traiter le site à Nancy. Eh bien, ce concours, donc, qui s'est déroulé en 2012-2013, il n'est toujours pas effectif dans le sens où les travaux n'ont pas encore commencé. On a eu un certain nombre d'épisodes lamentables, déplorables, tristes, heureux. Enfin, c'est la vie d'un projet, mais là, c'est vraiment très, très long. Enfin, aujourd'hui, c'est un jour de gloire, normalement, puisqu'à 14h se réunit la commission d'appel d'offres à laquelle je ne participerai pas, mais qui, normalement, doit attribuer les travaux. Donc, vous voyez, c'est un jour important et qui, normalement, doit marquer le début de quelque chose. Ce qui me semble important, c'est vraiment de souligner deux dimensions qui sont fondamentales. La première, c'est qu'on a ici un site qui réunit tous les conseillers de la DRAC, en l'occurrence l'archéologie, les monuments historiques, l'ABF, les musées. Enfin, ils viennent tous à nos réunions parce que de toute façon, toutes les dimensions sont à l'œuvre. Et la deuxième, c'est que la problématique qui a été la nôtre et qu'on doit gérer aujourd'hui, c'est la durée de ce projet qui fait que non seulement, si vous voulez, les interlocuteurs ont beaucoup changé, mais en plus de ça, le programme qu'on avait imaginé à la fin des années 2000, il ne correspond pas vraiment, si vous voulez, plus vraiment aux attentes que la société peut avoir vis-à-vis d'un musée aujourd'hui. Donc comment est-ce qu'on tient compte de ça? Comment est-ce qu'on met à jour, sachant qu'on est tenu par des marchés, ce qui a été pensé finalement il y a très longtemps et qui est, d'une certaine façon, devenu un peu caduque. Merci beaucoup pour cette présentation très rapide de vos établissements. Alors, la question qu'on s'est posée rapidement, et je crois que c'est toi, Richard, qui l'avais soulevée, justement, par rapport à la situation un peu compliquée aujourd'hui du projet du musée Lorrain, c'était qu'est-ce qu'il aurait peut-être fallu faire, ou qu'est-ce qu'on peut encore repenser, mais qu'est-ce qu'il aurait été bon de faire pour avoir un vrai bon départ. Et je vais tout de suite, je vais te laisser la parole pour évoquer la question de l'étude préalable qui a été pour le musée Lorrain peut-être un peu tardive, mais qui est fondatrice un peu
à rebours. Et puis on verra comment dans les autres musées, cette question du socle commun partagé avec tous les acteurs est mise en œuvre. Oui, je vous disais à l'instant que le projet est très très long, 15 ans depuis l'étude de programmation, donc ça pose des problèmes. En fait, les principales difficultés qu'on a rencontrées sont liées à la rapidité avec laquelle le projet a été mené à un moment. Parce que le temps politique, vous savez, le temps politique, des fois, c'est le temps de l'urgence. Il faut mener le projet parce qu'un mandat, c'est 6 ans et que donc avant la fin du mandat, il faut que quelque chose se soit concrétisé. Donc on avance et parfois on peut avancer un peu à marche forcée. Or, le problème, c'est que le temps des musées, peut-être encore plus celui des monuments historiques, il est beaucoup plus long. Et ces 6 ans, il n'est pas capable de s'inscrire dans cette durée. Ce qui fait qu'à mon avis, le principal problème qui nous vaut aujourd'hui d'être dans cette situation de report, et de report très, 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 très long, si vous voulez, c'est clairement le fait qu'à un moment, les études n'ont pas été assez approfondies, les études du site. Alors, ça peut sembler paradoxal parce qu'on se dit c'est un site qui est très connu, c'est un site emblématique de l'histoire de la Lorraine, et en fait, pas du tout. Et le projet, en fait, on s'est vite aperçu que le concours architectural le programme avait été défini sur des hypothèses qui étaient fausses, qui nous ont valu des scènes psychodramatiques en Commission nationale des monuments historiques et qui nous ont amenés, en fait, à engager 2 études. Alors, une étude qui a été confiée à l'INRAP, la première, en l'occurrence, l'étude d'un mur dont l'identification avait été ratée. Et puis, côté conservation, ça, on l'a fait à la demande de l'État pour l'étude de ce mur, mais ça s'est fait en 2014, vous voyez, alors que le concours, il s'était déroulé en 2012-2013. Et puis, dans le même temps, on s'est rendu compte que, bien que ce site soit extrêmement important pour l'histoire de la Lorraine, il n'avait jamais bénéficié d'une étude synthétique globale. Et donc, on a, en 2015, à partir de 2015, accompagné un étudiant en histoire de l'art dans un travail de thèse sur l'histoire du palais entre le XVIe et le XVIIIe siècle, qui nous a permis, donc il a soutenu au mois de décembre l'année dernière, qui nous permet aujourd'hui finalement d'avoir un travail synthétique qui nous amènerait sans doute à penser les choses de façon très différente si on devait tout redémarrer aujourd'hui. Mais ça, c'est le problème, si vous voulez. Donc vraiment, à mon avis, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment cette problématique du temps, si vous voulez. Le temps des monuments historiques, le temps des musées ne peut pas être toujours le temps du projet tel qu'il est conçu par les décideurs. Et puis un autre élément sur lequel vous étiez tous d'accord, et c'est très bien parce que c'est un élément consensuel, c'était les grands principes qu'il convient de partager justement entre tous les acteurs du projet et du programme assez rapidement, notamment les besoins et les objectifs du musée, et non pas ceux de la stricte restauration du monument. Mais qu'est-ce que, en tant que gestionnaire, en tant que responsable d'établissement, vous projetez dans ce nouvel établissement? Donc peut-être tu peux nous en dire quelques mots, et je pense que les collègues pourront compléter sur la manière dont ces principes ont guidé votre action et ont guidé aussi vos dialogues. On a parlé tout à l'heure de négociation, mais ont guidé les échanges avec les autres acteurs. Enfin, je pense qu'il y a une chose qu'il faut rappeler, c'est que souvent nos monuments historiques, je ne connais pas de monuments historiques, ou en tout cas de bâtiments classés monuments historiques, ils sont très rares, qui a été pensé d'emblée pour un usage de musée. Donc forcément, dès lors qu'on est face à nous, un palais qui a été complété par une école, qui a été complété par un couvent, par une église, je veux dire, aucun de ces bâtiments n'ont été pensés comme des musées. Donc de ce fait, on est obligé de toute façon d'en réinterroger les fonctions et forcément d'imaginer souvent des espaces contemporains. Alors il se trouve qu'à Nancy, le geste architectural, il est très mesuré, mais pour justement venir compléter ces bâtiments qui souvent, comme c'était le cas à Nancy, n'ont pas d'ascenseur. Enfin, vous voyez, on a tous ces problèmes de demi-niveau qui sont propres aux monuments historiques et qu'on retrouve à peu près partout. Donc on était vraiment, effectivement, là vous avez une vue du futur atelier pédagogique qui sera dans l'extension. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de trouver les espaces pour ces nouvelles fonctions, y compris dans des espaces à créer, et puis tout en conservant l'esprit du lieu, mais ça je pense qu'on y reviendra après. À Dijon, pardon, quelques grands principes ont été également partagés, et ça nous permet de réévoquer la question de l'échelle d'intervention qui a été mentionnée un peu plus tôt ce matin, notamment la question du rapport à la ville, des accès, l'intégration urbaine du projet
et donc du musée dans son fonctionnement avec des visiteurs qui viennent avec différents moyens de transport et qui viennent parfois en plus en groupe. Alors, nous, en effet, peut-être contrairement à Nancy, le programme architectural était vraiment respectueux du PSC, qui avait été validé par les élus, et les grandes orientations scientifiques proposées aussi par l'équipe des musées. Donc, très tôt, on a su à peu près où on allait. Alors, évidemment, comme le disait Sophie, il y a eu des ajustements après, parce que comme ça dure très longtemps, les gens changent. Il y a des actualités qui arrivent, on pourra en reparler sur les questions climatiques et autres. Donc on a évolué, bien sûr, hein, le projet a un petit peu évolué au cours du temps, mais globalement, les grands principes qui avaient été donnés étaient en effet ce rapport à la ville et l'ouverture du musée vers l'extérieur le plus possible, hein, de façon à donner l'envie aussi aux visiteurs, enfin aux non-visiteurs, de rentrer peut-être plus facilement dans le musée. Et je montre ici un dessin donc, du cabinet Lyon qui montre le traitement de la cour centrale du musée, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est la cour de bar, qui est une partie du palais des Ducs, hein, occupée de l'autre côté par les archives municipales et l'hôtel de ville. Et vous voyez qu'ils avaient proposé un traitement du sol de façon à avoir ce qu'on a appelé des langues, en fait, qui passent sous les porches pour ouvrir le musée aux 4 points cardinaux et faire de cette cour de bar, en fait, une sorte d'agora, de lieu extrêmement vivant. Et ça l'est devenu, en fait, hein, avec l'implantation aussi d'une brasserie. Donc les Dijonnais et les visiteurs se sont bien appropriés ce lieu comme étant le lieu central du musée. On n'a pas un vrai jardin, mais voilà, c'est un lieu quand même très, très agréable. Et entre autres, donc, avec la réouverture d'un passage qui avait été fermé au cours du temps. Je ne sais pas si on peut montrer. Donc c'est le petit passage au côté, voilà, à droite. Voilà, celui-ci, auparavant. Donc ça, c'est l'aile 19e, hein, qui a été construite pour accueillir une partie du musée. Ce passage n'existait plus et a été recréé par le cabinet Lyon et l'architecte Palot pour ouvrir, encore une fois, ce musée sur la ville. Et c'est devenu l'entrée principale du musée. Donc voilà, c'est vraiment une dimension importante à avoir en tête. Ouverture du musée sur la ville, c'est aussi la réouverture de fenêtres sur l'extérieur, qui avait été occulté au cours du temps, hein, principalement voilà, au cours de la moitié 20e, pour des raisons très pratiques d'accrochage des collections. Donc on a réouvert une grande partie des espaces, des fenêtres, hein, ce qui a posé évidemment d'autres contraintes en termes d'accrochage et de gestion climatique. Mais voilà. Donc il y a une vraie interactivité, j'allais dire visuelle, en tout cas entre l'intérieur et l'extérieur. Autre principe important qui a été respecté, le dialogue entre le bâtiment et les collections. Donc c'est vraiment le cœur de notre journée aussi, hein, je crois, aujourd'hui. Respecter le bâtiment, réhabiliter des éléments architecturaux du bâtiment en les laissant bruts, parfois en décoffrant des éléments d'architecture qui avaient été occultés, puisque le palais des Ducs de Bourgogne date du XVe siècle, et au moment de la création des ailes 18e, on a collé carrément l'aile 18e sur le palais des Ducs, donc les façades, en particulier les fenêtres en accolade, avaient été coffrées, donc elles ont été réouvertes pour la rénovation et intégrées au parcours. Donc ça redonne vraiment l'identité au musée. Et vous voyez donc l'image en bas à droite, où on voit une partie du bâtiment aussi du palais des Ducs, hein, avec la maçonnerie du 15e qui a été laissée apparente avec les collections à côté. Et puis, bien sûr, la vue, pour ceux qui connaissent, la majestueuse salle des tombeaux, qui date aussi du 15e, qui était la salle des fêtes, hein, des ducs de Bourgogne, qui aujourd'hui donc accueille les tombeaux cénotaphes des ducs de Bourgogne, mais qui a été complètement, évidemment, réhabilitée, rénovée, en enlevant toutes les autres œuvres, pour redonner aussi ce caractère important au bâtiment et au palais ducal. Donc voilà, mise en valeur du bâtiment et de son caractère emblématique, c'est quelque chose qui a conduit le projet de rénovation, hein, jusqu'au bout. Je ne sais pas, il me semble qu'il y avait d'autres images. Non, parce que j'ai c'était tout synthétisé. D'accord, très bien. Alors, pour le Muséum Arlatin, il y a effectivement la conjonction d'une étude patrimoniale qui a été là aussi un document de référence, mais qui est venu assez tôt, donc un calendrier plutôt favorable, et un PSC qui a permis d'écrire vraiment les grandes lignes du projet. Peut-être, est-ce que tu peux développer sur la manière dont ces documents ont permis de construire un consensus? Oui, alors effectivement, on a, enfin je dis on, mais j'étais pas encore là en 2008, mais la précédente directrice, Dominique Serena-Allier, avait commandé une étude architecturale et patrimoniale à une association d'experts locaux du patrimoine de la ville. Et ils ont pu notamment faire cette reconstitution historique-là.
et détaché des temps forts de la vie du monument, avant qu'il ne soit d'ailleurs un monument. Et donc ça a été aussi la base pour la construction du programme muséographique respectueux de l'histoire du bâti. Et aussi, ça a été un socle pour l'élaboration de notre PSC qui a intégré la partie musée du projet. Et donc, dans nos discussions avec la direction de l'architecture du département, on a pu avoir une discussion d'expert à expert, parce que nous, musée, nous étions forts de cette étude architecturale et patrimoniale. Donc, on a pu être acteurs au niveau du musée du dialogue sur l'architecture, le bâti, qui de prime abord, on était un peu quand même... Il y a une tendance quand même à cloisonner les expertises. Et là, grâce à ce document de référence et au PSC, on a pu être acteur du dialogue. Et devenir acteur du dialogue, c'est aussi comprendre les logiques différenciées, les rêves différenciés des différents acteurs, puisque dès le début, on était à une table qui pouvait... on réunissait 30 personnes. Vous imaginez des réunions de projets où il y a 30 personnes, avec 30 logiques différentes, 30 objectifs différents. C'est très compliqué. C'est pour ça aussi que nos projets sont longs. Mais donc, effectivement, François Trand en a parlé, mais il y a... voilà, et Richard aussi. Donc, il y a l'ACMH, je n'en ai pas parlé. L'ACMH du Musée en latin, c'était Pascal Prunet. L'architecte mandataire pour l'agence Tétrarque qui a fait la rénovation, c'était Michel Bertreux. Ensuite, il y a toutes les bureaux d'études, il y a l'ABF, il y a l'équipe du service archéo de la DRAC, l'équipe du service monument historique de la DRAC, l'équipe du service musée, l'équipe du musée, la direction de l'architecture du département. Voilà. Oui, donc, alors quand elle dit l'équipe du service musée, souvent c'est une personne. Oui, c'est vrai. En plus, dans les Bouches-du-Rhône, ils sont vraiment pas nombreux. Mais donc voilà, c'est... Et donc, au Musée en latin, les grands principes qu'on a finalement réussi à partager, sur lesquels on a négocié, c'était de mener de front, et j'allais dire en symbiose, une rénovation architecturale, une rénovation muséographique. Il fallait réhabiliter un monument, renforcer structurellement le monument, réaffecter des espaces, donc créer une boutique, une salle de conférence pour répondre aux nouveaux usages du patrimoine par les visiteurs, restaurer, aménager tous les intérieurs du bâti. On a bénéficié d'une extension de surface parce qu'en fait la chapelle dont vous voyez une image là, la chapelle jésuite est revenue dans le giron départemental. Avant elle a été rachetée pour l'euro symbolique à la ville. Et il y a eu cet échange d'euros, je me souviens, au moment de la pose de la première pierre, voilà. Et puis aussi, on était en plein essor des enjeux d'accessibilité du patrimoine, des musées, mais une accessibilité élargie, pas que personnes à mobilité réduite, mais aussi à tous les handicaps, voilà, donc sensoriels, moteurs, psychiques, etc. Et la rénovation muséographique, le fil rouge pour guider cette rénovation, ça a été de faire un projet inédit, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, de faire un musée du musée. Donc on propose aux visiteurs un voyage dans le temps et en se baladant dans des ambiances muséographiques. C'est un peu l'idée des période room, mais sur le registre muséographique. Voilà. L'enjeu était aussi de mieux mettre en valeur des collections ethnographiques. Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de musées ethnographiques, mais souvent... on a l'impression d'un vieux truc poussiéreux, des greniers de mamie et de papy. Bon, voilà, donc là, on a essayé un peu de sortir de cette esthétique-là. Et on a eu recours à ce qu'on a appelé la muséographie numérique. C'est-à-dire qu'on a pas mal d'outils numériques dans le musée, pas du tout pour un côté gadget, mais aussi pour répondre à diverses contraintes. Dans un musée d'ethno, les objets, ils sont porteurs d'une histoire, d'une mémoire, et parfois de plusieurs histoires juxtaposées. Et raconter tous ces contextes en 4 langues, français, anglais, espagnol, provençal, pour 3600 objets présentés dans le parcours permanent, c'était compliqué. Donc aussi, l'outil numérique permet d'avoir une arborescence de contenu que les murs ne nous permettaient pas d'avoir. Voilà. Et tous ces outils sont intégrés au parcours de visite pour une accessibilité partagée. Voilà. J'ai été un peu longue. Mais aucun problème. Donc ça, c'était l'avant.
même si on a déjà abordé un petit peu la question du fonctionnement et la mise en œuvre donc des contraintes des différents acteurs et donc la question du dialogue à instaurer pendant le projet, notamment les questions de conservation du monument et de conservation des collections, qui peuvent parfois être contradictoires, assez frontalement, qui peuvent aussi aujourd'hui se confronter aux questions de rénovation énergétique, d'économie d'énergie et d'économie du bilan carbone. Donc ça, c'est un sujet qu'on va pouvoir évoquer. La question qui a été évoquée par tous, c'est celle de la circulation et de l'accessibilité dans ces bâtiments qui ne sont pas du tout faits pour être ce qu'on appelle aujourd'hui des ERP, avec tout un tas de catégories et de contraintes. Donc, c'est très souvent une problématique qu'on rencontre. Comment ouvrir un bâtiment qui n'est pas fait pour être largement ouvert, parce que c'est un couvent, parce que c'est une église. Parfois, c'est une prison. Ce n'est pas le cas ici, mais il arrive qu'on fasse des musées dans des lieux d'enfermement. Et puis, la question de la continuité et de la cohérence, ça, Richard, tu l'as dit, sur un projet aussi long, le dialogue, comment est-ce qu'on peut le maintenir quand les personnes autour de la table changent et que parfois les doctrines ne sont pas suffisamment affermies pour que l'idée reste la même. Donc, on espère que l'école de Chaillot va travailler à l'affermissement de la doctrine, mais en tout cas, ça fait partie des projets, mais parfois sur des projets comme cela, c'est extrêmement compliqué d'avoir des allers-retours. Donc, sur ces questions-là, je vous propose de réagir assez librement, même si j'ai mis un peu dans l'ordre, voilà, pour avoir un fil rouge, surtout des photos de travaux qui me paraissent assez bien illustrer ces moments de confrontation, où là, voilà, c'est la salle du tombeau des ducs de Bourgogne, où on imagine bien que les conservateurs ont passé de mauvaises nuits pendant que les travaux se déroulaient autour de l'œuvre encapsulée. Voilà, peut-être Sandrine, si tu veux développer sur cette question de l'articulation, et puis voilà, les autres, vous pouvez bien sûr réagir et compléter. Oui, effectivement, quand on revoit ces images, ça reste toujours un petit peu effrayant. En effet, la salle des tombeaux, avec le coffrage des tombeaux qui sont restés in situ, on ne pouvait pas déplacer l'ensemble des monuments funéraires. On a enlevé toutes les parties mobiles, les pleurons, les anges, les aumes qui pouvaient bouger, mais le reste des tombeaux, bien sûr, est resté en place. On avait demandé juste une porte d'accès pour pouvoir aller vérifier de temps en temps si tout se passait bien dessous. Bon, il y avait un beau coffrage. On a retrouvé nos tombeaux en bon état, très empoussiérés, mais en bon état. Donc ça, c'était quand même évidemment l'effet positif. Et puis l'autre image, en effet, aussi très impressionnante, c'est-à-dire à un moment donné, il n'y avait plus de plafond, plus de plancher. Donc on circulait dans les espaces par les échafaudages, donc par l'extérieur, pour pouvoir accéder à différents niveaux du bâtiment. Donc c'est là où le travail et la collaboration, en effet, avec les architectes prend tout son sens. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans cette dimension de conservation des collections. Et j'exclus bien sûr cette partie sur les tombeaux, puisque c'était une des rares œuvres qui étaient restées sur place. On a laissé aussi des reliefs dans la salle des statues 18e qui ont été coffrés, mais sinon, évidemment, tout le reste avait été sorti. Mais là, voilà, on est vraiment dans l'ossature même du bâtiment, avec ces contraintes d'accès et d'accessibilité pour pouvoir les travailler au mieux dans les espaces et collaborer le mieux possible, j'allais dire, avec les équipes d'architectes. Voilà, d'autres images aussi. Donc, la salle des statues qui est en travaux, donc c'est l'image de gauche. On voit les reliefs là qui sont en train d'être nettoyés par les restaurateurs avant d'être coffrés. Et on avait retiré la grande toile plafonnante dont je vous parlais tout à l'heure, qui est une œuvre de 40 mètres carrés, classée MH, qu'on avait déposée donc, pour pouvoir être restaurée dans nos réserves. L'image au centre, c'est la cour de bar avec la tour de bar qui est entièrement encapsulée par les échafaudages. Et puis l'escalier du Prince après rénovation, donc avec un geste un petit peu architectural au niveau de l'éclairage et des luminaires, en fait. Il y a un geste contemporain, avec les luminaires dans l'escalier. Alors, sur cette question de la cohérence possible entre les aspects purement restauration du bâti, donc on l'a vu avec la phase vraiment chantier, mais voilà, à terme, comment la restauration du bâti lui-même va permettre ou pas de conserver correctement les collections. Un exemple qu'on connaît, nous, par ailleurs, avec certains collègues sur la conservation ou non des fenêtres
et la manière dont cette question vient heurter à la fois les questions de conservation, mais aussi les questions de rénovation énergétique des bâtiments et les objectifs qui peuvent être ceux des collectivités par rapport à ces besoins. Alors effectivement, au musée Arlatin, donc là on est sur l'aile sud, premier étage, donc on est dans la partie jésuite 18e. On voit bien le cloisonnement, c'était les anciennes salles de classe, hein, donc les salles d'expo, c'est les anciennes salles de classe des petits collégiens, voilà. Et les fenêtres 18e, le parti pris qui a été retenu, c'est de les restaurer et non pas de les remplacer. Alors là, dit comme ça a l'air simple, mais c'est des mois et des mois et des mois de réunions, de négociations, parfois de tensions, et parfois, on finit par accepter. Voilà, c'est l'acceptation, le deuil et l'acceptation. Bon, donc on a l'exemple d'une salle, la salle des rites, fêtes et légendes, où donc on a fait restaurer et non pas remplacer les fenêtres. Donc on est sur du simple vitrage, sur des feuillures très fines, sur des châssis qui sont pas vraiment étanches. Puis c'est le verre bullé, là en plus aussi c'est le verre ancien. Bon, il y avait quand même des volets intérieurs. Donc on a pu, au détriment du confort de visite, de la clarté des salles, etc., de la lumière naturelle, on ferme les volets intérieurs pour compenser un peu notamment les risques d'infiltration d'eau, de passage d'air froid ou d'air chaud et humide, voilà. Parce qu'à Arles, en gros, l'hiver, il fait froid et sec avec le fort Mistral qui souffle. Et l'été, il fait chaud et humide. Hein, c'est tropical parce qu'on est en pleine Camargue. Voilà, il y a des moustiques partout. Bon. Mais sinon, c'est sympa. Hein, voilà. Donc, façade sud, là, je vous dis, l'été, ça tape toute la journée. Le soleil, on l'a en plein dedans. Donc, si on ne fermait pas les volets, ça serait une catastrophe au niveau de la gestion climatique pour les collections qui sont principalement, là, dans une restitution de muséographie début 20e, on a principalement des objets hors vitrine. À portée de main des visiteurs, qui ne sont pas protégés. Et là, il y a une petite charrette de pastrage. Là, pour les fêtes de Noël, on met un petit agneau dans la charrette de pastrage. Elle est juste à côté d'une fenêtre où il y a des fuites d'eau, des infiltrations d'eau. On voit la belle auréole sur la jolie peinture rouge qui est en bas à droite. Donc l'hiver, et pour les épisodes Sévenol, on fait des tournées d'inspection des fenêtres avec nos agents techniques et on voit les dégâts et on bouge les collections. Voilà. Donc ça, c'est un des petits combats, enfin gros, petit, je sais pas trop, un des petits combats que le musée a perdu au profit du monument. Voilà. On a bien compris qu'il fallait négocier sur beaucoup de sujets. Alors, je me permets d'ajouter et peut-être de te poser la question en termes de sûreté. Les fenêtres simple vitrage qui donnent sur l'espace public, ça s'est passé en termes de commission de sécurité. Ouais, parce que là, on est au premier étage, donc, et puis on a une belle hauteur sur plafond, donc je sais, on doit être à, je sais pas, 4 mètres, 3 mètres 50 de haut, quelque chose comme ça, donc non, ça va. Parce que ça fait partie aussi des enjeux sur lesquels les musées de France sont assez vigilants. Et au rez-de-chaussée, on a des barreaux sur les fenêtres. D'accord. Voilà. Alors, un autre sujet du pendant et de la conception du projet et de la manière dont tout ça va s'articuler. Et je pense que là, il y a des questions qui vont faire écho à beaucoup de situations dans la salle. C'est la manière dont monuments et collections vont dialoguer, vont être mis en musique, dans le meilleur des cas. Et on va voir que c'est pas toujours une musique très harmonieuse. Parfois, c'est une musique un peu forcée, un peu dissonante. Et puis parfois, il peut y avoir des découvertes ou des articulations qui arrivent à point nommé. Et c'est le cas, me semble-t-il, à Nancy, où l'histoire du bâtiment et le projet et les collections vont trouver au final un écho qui n'était pas forcément prévu ou attendu. Disons que c'est aussi l'intelligence de l'architecte, il me semble, de faire coïncider le contenu et le contenant. Il se trouve que là, à Nancy, la Galerie des Serres, donc dans l'ancien Palais Ducal, est clairement la salle la plus importante du site, ou en tout cas c'était la salle d'apparat où les ducs recevaient les ambassades, etc. Enfin, vraiment une salle très importante. Et il se trouve que l'architecte, en l'occurrence l'équipe de Philippe Charles Dubois, y a implanté les collections liées à la Renaissance. Alors,
ça peut sembler évident, si vous voulez. On se dit, bah oui, ça tombait sous le sens, sauf que d'autres équipes, au moment du concours, et je ne citerai pas un architecte dont on a vu une réalisation tout à l'heure dans le 7e arrondissement à Paris, lui entresolait la Galerie des Serres. Donc c'était pas exactement le même esprit, vous voyez. Je pense que ça, c'est des choses toutes bêtes, mais qui font la différence au moment d'un jury de concours. Je ne sais pas si tu as après juste... Oui, et alors ça, je pense que l'architecte n'y a pas prêté attention, mais si vous voulez, sans le savoir, il a réimplanté les collections archéologiques à l'endroit où elles se trouvaient à la fin du 19e siècle. Alors, je ne suis pas sûr qu'il ait suffisamment travaillé le dossier pour être tombé sur des images de la salle à la fin du 19e siècle, mais voyez, donc on a finalement une coïncidence là qui porte plutôt sur l'histoire même du lieu devenu musée, avec cette espèce de réimplantation sur un site où se trouvaient déjà les collections. Donc finalement, une espèce d'épaisseur historique qui, moi, m'avait beaucoup plu à l'époque, mais je dois être à peu près le seul à l'avoir noté. Donc, voilà. Sur la question justement du musée dans le musée et du musée, je pense que le Muséum Arlatin a beaucoup travaillé sur cette thématique, à la fois de manière volontariste, et puis voilà, avec une jolie conjonction du projet architectural. Oui, donc j'évoquais tout à l'heure ce concept de musée du musée. Alors c'est tout ça. On a fait un musée qui retrace l'histoire des muséographies, des musées d'ethnographie. Je fais beaucoup de jargon, mais et finalement, alors une chose que je n'ai pas précisé, Michel Bertreux de l'agence Tétrarque, architecte mandataire de la rénovation, avait la casquette d'architecte muséographe. Donc dès le concours, dans les offres qu'il a faites, il fallait qu'il intègre non seulement le programme architectural, mais aussi le programme muséographique. Et il a bien compris, enfin lui et toute son équipe, et ils ont vraiment œuvré pour qu'il y ait cette quasi-fusion. Désormais, c'est devenu indissociable. Le musée Arlatin devient un élément organique du monument bâti. Et on est dans un musée-monument, véritablement. Et ce qui contribue ou renforce cette situation, c'est qu'on a fait ce musée du musée. Donc, c'est-à-dire qu'en se baladant dans le musée, on reprend des salles que Frédéric Mistral lui-même avait installées, notamment les 2 grands dioramas historiques. Donc, c'est vraiment ça prend toute une galerie entière. Hein, c'est plusieurs, ça doit être sur une quinzaine de mètres de long, je ne sais plus trop exactement. Donc, il y a le diorama de l'accouchée, où les femmes de la famille, les amis, les proches viennent voir la jeune accoucher et viennent lui donner sur le rituel des relevailles et font des présents au petit enfant qui vient de naître. Et en bas, vous avez le gros souper de la veillée calendale. Donc c'est avant d'aller à la messe de minuit, on prend un repas maigre au mas avec tous les gens du mas. Et donc ces 2 grands dioramas datent même de 1896. Mistral les a démontés, il les a remontés en 1906 dans l'actuel bâtiment du musée. Il a fait créer une galerie pour ces monuments, donc c'est menuisé, hein, enfin c'est bâti maintenant, ça devient immeuble par destination. Et donc nous, en 2020-2021, on les a remontés. Voilà un exemple de musée du musée, et je crois qu'après il y a une image des salles du costume. Donc là, par exemple, la salle du costume régional du XVIIIe siècle, voilà les photos avant, pendant, après. L'idée pour Michel Bertreux et pour nous, équipe du musée, c'était de garder l'esprit des lieux. Que ce lieu reste un lieu de mémoire, mais un lieu de mémoire à tiroir. C'est-à-dire, il y a la mémoire du monument, il y a la mémoire des musées d'avant, et il y a la mémoire aussi... Enfin, on le voit par exemple sur les planchers. Il y a un gros travail sur les planchers. Michel Bertreux devait composer avec la contrainte de devoir réduire les problèmes de demi-niveau pour rendre le bâtiment accessible. Donc il a créé des planchers techniques pour faire aussi passer les gaines de ventilation, les câblages, etc. Ces planchers techniques, il ne s'est pas contenté de juste faire un plancher classique. Il a fait créer des dalles de verre rétroéclairées. On les voit sur les dernières images. Mais ces dalles de verre reprennent les motifs des carreaux de ciment du 19e siècle. Voilà, donc c'est des petites astuces comme ça, très subtiles, qui font geste architectural, puisque au musée Arlatin, il n'y a pas eu d'extension bâtimentaire
de création contemporaine bâtimentaire, mais il y a eu comme ça une sorte de souffle architectural qui est venu se glisser subtilement dans diverses réalisations muséographiques. Voilà. Je ne sais plus s'il y avait encore d'autres. Non, j'avais mis les exemples de Dijon. Alors, j'ai remis l'exemple de la salle des tombeaux parce que ça me paraissait quand même très emblématique et justement pour voir comment certaines salles gardent leur caractère historique emblématique et leur identité qui est assez éloignée de celle du musée tel qu'on peut le voir dans les images en haut où on a vraiment un format de galerie, d'accrochage de peinture beaucoup plus classique avec la question de la diversité des collections qui doivent trouver un sens par rapport aux lieux où elles sont présentées, entre notamment les peintures médiévales, par exemple, les armures et les peintures modernes. Alors, en effet, dans le projet, on avait essayé le plus possible de faire concorder, j'allais dire, le contenu avec le contenant. C'est-à-dire, le musée, il y a différentes périodes de construction. Époque médiévale, donc principalement 15e, du 17e, il y a une aile 18e et il y a une aile 19e. Donc on s'était dit, on va mettre le médiéval dans la section, enfin dans le bâtiment médiéval, les collections modernes dans le 17e, 18e et les collections plus récentes dans l'aile 19e. Ça, c'était un beau projet au départ. On a essayé le plus possible de le tenir et au bout d'un moment, dans les problèmes de circulation qu'on a pu rencontrer, on a été par moment obligé d'abandonner ce principe en remettant du médiéval dans l'aile 19e. Bon. Après, je pense que ça ne se voit pas plus que ça, mais voilà, c'était lié aussi à la circulation des collections, puisqu'on a voulu maintenir un parcours chronologique. Et comme je le disais tout à l'heure, on est en train de revoir ça parce qu'on en reparlera, mais la principale critique du musée, c'est son parcours labyrinthique. Donc, on est en train de revoir un petit peu ce sujet. Les deux images en haut sont assez parlantes. Je vous parlais tout à l'heure de ce principe d'ouvrir le musée sur la ville. En haut à gauche, vous voyez la galerie de Bellegarde avant les travaux, avec donc toutes les fenêtres qui étaient occultées, et en haut à droite, la galerie de Bellegarde, après travaux, avec des éléments qui ont été entièrement refaits. Le pavage a été refait à l'identique à partir il y a eu des fouilles archéologiques qui ont permis de retrouver des carreaux de pavement, donc le sol est totalement neuf, mais à partir des dimensions des pavements, des éléments de pavement qui avaient été retrouvés au moment des fouilles, et également la voûte en berceau en bois. C'est vraiment refait à neuf, mais à partir des sondages archéologiques qui ont été faits sur le bâtiment. Donc il y a une vraie volonté, là encore, de respecter l'architecture du bâtiment. Et puis en bas, donc, en effet, la salle des tombeaux qui a été préservée, c'est-à-dire le pavage aussi a été refait partiellement. On a essayé de garder le plus possible les dalles d'origine, mais certaines étaient cassées, fissurées. Donc voilà, pour des raisons évidentes de sécurité, on en a changé quelques-unes. Les fenêtres ont été préservées. C'est la seule salle du musée d'ailleurs qui n'a pas bénéficié d'un traitement climatique pour pouvoir préserver les éléments anciens, les fenêtres. Et puis en effet, on voit l'ancienne salle d'armes, puisque comme je le disais tout à l'heure, il y a quelques semaines, on a revu le parcours et on est en train de réaménager le parcours. Donc cette vue, aujourd'hui, vous ne la verrez plus. Elle fait partie des espaces d'expo temporaire, mais vous voyez nettement qu'on a gardé les cheminées. Certaines d'ailleurs avaient été... ces espaces-là se trouvaient dans les anciennes réserves du musée. Donc voilà, on a encore une fois redonné ces espaces aux collections, mais c'était une salle médiévale qui accueillit principalement en effet les armures. Alors on a fait une petite entorse chronologique puisqu'on a des armures et des vitraux qui vont jusqu'au 16e, voire tout début 17e, qui étaient présentés dans cette salle. Voilà, la salle, ça c'est la salle dans la tour de Bar, pour ceux qui connaissent. Donc pareil, avec tous les éléments anciens préservés, y compris le pavement aussi, lui qui a été préservé. La plupart du temps, comme à Arles, on a gardé les parquets. Au moment des travaux, tout avait été démonté, numéroté, restauré en atelier de restauration, puis réimplanté avant la réouverture. Et là, donc la salle de la tour de Bar qui a fait l'objet, il y a 3 niveaux, 4 niveaux même. Donc tous les niveaux ont fait l'objet de fouilles archéologiques. Qui ont été menées donc, par l'INRAP avec des jolies découvertes, puisqu'on a retrouvé pas mal d'objets dans ces espaces. Voilà, mais avec les cheminées préservées, le sol préservé, les poutres aussi préservées. Et une partie des fenêtres, on n'a pas pu, là aussi pour des raisons climatiques, préserver l'ensemble des éléments, mais le plus possible, on a maintenu in situ. Alors, pour achever ce parcours dans vos projets,
on souhaitait évoquer la question de la réception du musée. Alors la réception du musée, dans le cas de Nancy, elle n'est évidemment pas encore évaluable, mais la manière dont le projet peut être perçu, même pendant son déroulé long, pendant ces diverses difficultés éventuelles, et puis avoir déjà un peu un retour de votre part sur les réussites, les difficultés, en tant que gestionnaire et puis aussi en tant que porte-parole de vos visiteurs. Et puis il y a un sujet sur lequel aussi j'aimerais vous entendre, c'est la réception de la dimension architecturale du projet, parce que on l'a vu tout à l'heure avec les interventions précédentes, le geste architectural, il n'est pas neutre en ce qu'il peut valoriser et augmenter la valeur patrimoniale du monument, ou, mais on va dire que c'est rare, mais en tout cas c'est parfois quelque chose qui est critiqué, il peut amoindrir cette valeur patrimoniale en venant la masquer, en enlever une partie, en tout cas imposer des choix qui peuvent être critiqués. Donc peut-être, Richard, pour commencer, sur l'appropriation et l'appréhension du projet par le public, qui n'a pas été une mince affaire. Non, enfin la dimension. Alors, si vous voulez, d'un point de vue strictement muséographique, on a la chance d'avoir un espace qui reste ouvert pendant les travaux, qui est l'ancienne église des Cordeliers. Si vous connaissez Nancy, c'est l'église qu'ont fait bâtir les ducs à partir de la fin du XVe siècle, donc, et qui est directement associée à la vie curiale. Donc cette église, elle reste ouverte, on l'a passée en gratuité, et puis moi j'avais donné pour consigne au conservateur en charge des collections modernes d'y faire un accrochage monument historique, ce qui voulait dire que je le plaçais volontairement dans une optique de 80 ans. Donc on a fait en sorte en tout cas d'y accrocher à la fois de la peinture, de la sculpture, notamment beaucoup d'œuvres qui avaient été restaurées au début des années 2010, de façon, si vous voulez, à en faire une espèce de point d'entrée, pas simplement une annexe du musée, mais vraiment un point d'entrée pour ceux qui découvrent la ville de Nancy. Et aujourd'hui, c'est un espace qui est fréquenté par plus de 100 000 personnes chaque année. Donc ça veut dire que, bon, évidemment, il est gratuit, donc ça facilite les choses, mais en tout cas, d'une certaine façon, le musée continue à vivre et à avoir un certain public. L'autre élément, je ne sais pas si tu l'as mis derrière, c'est que on donne de notre personne dans l'attente du début des travaux. Évidemment, je pense que ça a été le cas à Dijon et à Arles, mais moi je dis toujours que le conservateur c'est le premier médiateur, ce qui fait hurler certains professionnels des services des publics, mais je suis désolé, on est aussi là pour ça. Donc, on fait beaucoup de visites. L'année dernière, on a rouvert le jardin, puisque ça fait maintenant 15 ans, enfin, ça fait maintenant 5 ans qu'il était fermé, donc ça faisait très, très long. Donc, à la demande des élus, on l'a rouvert, et puis on a organisé des visites qui, à la fois, permettaient de découvrir le site, mais en même temps de se projeter sur le projet, sachant qu'on a vraiment besoin de beaucoup de médiation dans le cadre du projet de rénovation du musée Lorrain, puisque on a à Nancy une fervente opposante au projet qui a déposé des recours qui ont d'abord été gracieux, qui sont maintenant contentieux. Donc ce dont je vous parle aujourd'hui est encore très hypothétique, puisque la justice, à un moment, enfin le tribunal administratif aura son mot à dire. Mais on sait que de notre côté, il y a véritablement, et ce sera particulièrement vrai dans le cadre de la campagne de fouilles qui sera menée en articulation avec le chantier à son début, donc une campagne qui va quand même porter, qui va durer une année, qui va quand même être d'une complexité assez forte. Donc c'est à ce moment-là qu'il faudra que nous, on fasse comprendre, par exemple, que la dimension de non-conservation des vestiges qui seront mis au jour, eh bien, c'est aussi ce qui rend possible une connaissance approfondie de l'histoire du site. Enfin, vous voyez, donc il faudra qu'on fasse passer des messages qui ne sont pas évidents comme ça, alors sachant que tout ce qui est sous terre est classé monument historique, mais il faudra faire comprendre, vous voyez, pourquoi on ne garde pas ces vestiges qu'on révèle et qui d'un seul coup vont s'imposer aux gens comme quelque chose peut-être qui sera jugé extraordinaire. Mais pour pouvoir aller découvrir l'histoire du palais au XIVe siècle, on a malheureusement besoin aussi de supprimer les couches du XVIIIe, du XVIe, etc. Donc c'est ça qu'il faudra qu'on fasse comprendre au public. Et on a une grosse opération de médiation qui nous attend. Oui, donc la réception n'est pas seulement après, mais pendant. Elle se fait pendant et elle se prépare, évidemment, pendant le projet. Sur Dijon, Sandrine, tu as évoqué tout à l'heure la question d'une reprise du parcours. Donc ça, je pense que c'est assez intéressant de s'appesantir là-dessus, sur des projets
aussi coûteux et aussi long. Ben, On oui. n'est pas enregistré par Non, par c'est les vrai, élus. vous êtes sûr. Donc moi aussi, pour rebondir quand même, je tiens à dire qu'il y avait une... On a oublié de le dire tout à l'heure. En fait, c'est enregistré. Ah si, en fait, on c'est peut couper enregistré. au montage après, non Et ce sera diffusé et sur le site donc du département d'Isère, enfin, Fallait nous le dire. le portail culture, et également de l'INP, puisque l'INP est partenaire. Et Oui, il y mais aura- c'est très il y aura aussi formateur. les actes- Ouais. il y aura C'est aussi très les actes du formateur colloque. d'entendre Voilà. le off et d'entendre voilà, comment les choses sont perçues à tous les niveaux. Et de toute façon, ça n'est pas un secret. On n'a rien dit de secret. Donc je reviens aussi moi sur la forte attente du public et des visiteurs même pendant la phase de travaux. Parce que comme on vous l'a dit, ça a duré extrêmement longtemps. Le bâtiment est en plein centre-ville. Donc voilà, il y a eu des nuisances bien sûr pour les riverains. Il y avait des palissades de chantier, il y avait des échafaudages, il y avait des camions qui circulaient. Enfin voilà, je vous passe le détail de ces travaux quand même qui étaient très conséquents, alors que par exemple la brasserie était déjà installée cours de bar, donc il y avait régulièrement un petit peu de poussière dans les assiettes. Voilà, mais donc forte attente des visiteurs et le week-end inaugural, on a été mais alors submergé de visiteurs. En plus, on avait eu la bonne idée de faire une très grosse programmation avec des festivités pour fêter cette réouverture et ça a été vraiment un grand moment festif pour les Dijonnais principalement qui étaient très très en attente de cet événement. Donc ils se sont très vite appropriés le musée. On a eu énormément de fréquentation les premiers mois. Malheureusement, comme vous le savez, coupure et fermeture du musée à peine un an après la réouverture, puisqu'en mars 2020, on a refermé. Donc on n'a pas eu une année pleine pour nous permettre de voir à peu près quel était le niveau de fréquentation. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 290 000 visiteurs, ce qui correspond à notre chiffre de fréquentation avant travaux. Donc on attend évidemment encore de pouvoir redoper cette fréquentation, mais voilà, très belle fréquentation et on est plutôt content des chiffres. Après, voilà, beaucoup de critiques de nos visiteurs qui reviennent de manière récurrente sur le livre d'or, sur les réseaux sociaux, dans les avis Google qu'on lit régulièrement. Et de vive voix pour nos visiteurs, c'est, comme je le disais, ce parcours labyrinthique avec seul le musée au premier étage, seul le premier étage permet de faire le tour du musée. Sinon, après, voilà, on commence au premier étage, ensuite on va monter au deuxième, on va redescendre au rez-de-chaussée si on veut suivre vraiment le parcours chronologique. Et autant vous dire que on perd nos visiteurs, ils sont fortement mécontents, ils ne retrouvent pas les sorties. Donc cette notion de fatigabilité des visiteurs est importante. Il y a beaucoup d'escaliers, on a installé des ascenseurs bien sûr. Et ce qui a induit d'ailleurs, on voit l'image de droite, l'extension contemporaine avec ce toit doré qui a été aussi assez critiqué au moment de la réouverture dès 2013 de cette première phase de travaux. Mais c'était indispensable pour installer un ascenseur dans ce côté du bâtiment. Et l'autre extension contemporaine qu'on ne voit pas ici mais qui se trouve de l'autre côté permet aussi l'implantation de l'ascenseur pour pouvoir monter jusqu'au 3e étage du bâtiment. Mais voilà, donc on est en train de réfléchir parce que devant ces soucis, on se dit, on va peut-être revoir complètement l'accrochage. En effet, 5 ans après, abandonner peut-être le parcours chronologique, réinventer un nouveau parcours peut-être plus thématique. Donc, on essaye de commencer à se positionner et de réfléchir. On avait demandé un budget cette année pour avoir un AMO en scénographie pour nous aider à prendre un peu de recul sur ce sujet. Bon, voilà, on n'a pas eu le budget. On va retenter en 2025. Peut-être une parenthèse aussi à ce sujet. Dans le projet, je pense que c'est ce qui a manqué avec l'équipe d'architectes. On parlait tout à l'heure, je ne sais plus quel collègue en parlait, d'avoir cette dimension de scénographie ou de présentation des collections dans les équipes d'architectes. On n'avait pas de muséographe dans l'équipe, on n'avait pas de scénographe. Et on a été obligé à un moment donné de faire appel aussi à un autre AMO qui a travaillé en plus pour nous aider à implanter les collections. Donc, on a perdu aussi un tout petit peu de temps à ce moment-là. Ça correspondait en plus à un moment de changement de direction, de départ de conservateurs. Donc, voilà, au niveau scientifique, ça a été un petit peu compliqué. Donc, peut-être se garder ça en tête, de s'associer assez vite à un scénographe s'il n'est pas présent dans l'équipe des architectes, qui s'occupe peut-être davantage du bâtiment, et c'est peut-être bien normal, mais un peu moins peut-être de la présentation des collections et des contraintes qu'on peut avoir dans la présentation des collections. Voilà, et peut-être autour de nous, gestionnaires. Donc, comme je vous le disais, on a bien en tête cette difficulté de parcours. On a renforcé la signalétique. On essaye de trouver des nouvelles idées pour
améliorer tout ça. Et puis le gros point aussi sur lequel on est quand même un peu partagé, c'est la gestion climatique du bâtiment. On a dépensé vraiment voilà, beaucoup d'argent dans les traitements d'air, dans les machineries, traitements d'air, etc. Voilà, avec le recul et avec les nouvelles normes aujourd'hui, les nouvelles contraintes qu'on connaît, les nouveaux dangers et enjeux, on traiterait sans doute différemment le bâtiment. Mais voilà, ça fait partie des choses aussi sur lesquelles on va essayer de retravailler pour améliorer ces sujets. Merci. Alors pour terminer, alors sans doute pas le mot de la fin, mais pour terminer, voilà, les éléments d'animation de la période de travaux et de réception du musée en art latin, donc qui a déjà réouvert depuis quelques temps, même si dans les deux cas, la crise du Covid vous a heurté de plein fouet dans la dynamique de réouverture. Oui, donc le musée en art latin, il a fermé pendant 11 ans et 7 mois. Fermé au public, hein, il n'y a pas rien d'ouvert. Donc on a inventé ce qu'on a appelé l'opération Muséon hors les murs. Donc pendant 11 ans et 10 ans, parce que avant l'ouverture, on a arrêté le hors les murs pour faire que accrochage, mais pendant 10 ans, on a fait du hors les murs, on a sillonné le département, on a squatté chez les collègues des autres musées, dans les conservatoires de musique, enfin un peu partout. Et quand même, une fois que les palissades de chantier étaient montées, qu'on commençait à avoir on a lancé un marché de photographie documentaire du chantier du musée. Tous ceux qui sont en rénovation, je vous invite tous à avoir comme ça quelque chose qui permet de de garder la mémoire de vos chantiers. Et on a pu utiliser ces photos pour faire notamment l'opération qu'on a appelée vol sans effraction. C'était un serious game, je ne sais pas si vous connaissez le principe du serious game, mais en gros, un jeu sérieux. Donc les visiteurs s'installaient dans l'avion que vous voyez là. Ils pilotaient un drone qui lui était à l'intérieur du musée. Le faux avion était positionné devant la façade dans la rue devant le musée. Donc les visiteurs pilotaient un drone qui était dans le musée. Ils devaient abattre des cibles virtuelles, bien sûr. Tout ça a été virtuel. Hein. Abattre des cibles qui étaient les idées reçues sur les musées d'ethnologie, du type musée poussiéreux, il n'y a que des vieux trucs inintéressants qui datent d'il y a 3 siècles, enfin voilà, ce genre d'idées reçues. Et puis, ou sinon aussi, ce projet architectural, ça va nous bouleverser notre musée à nous, parce qu'il y a un fort attachement de la population locale à ce musée, dont les collections sont issues de dons des familles du département des Bouches-du-Rhône. Donc voilà, les idées reçues. Et une fois que les idées reçues étaient abattues par les pilotes, ils accédaient à cet arrière-monde merveilleux du projet architectural, avec des photos avant travaux, pendant travaux, et les projections architecturales après travaux. Et on a fait ça pendant plusieurs mois. Hein. Donc pendant plusieurs mois, on était devant le musée. Voilà, là c'est l'équipe de médiation de l'époque. On avait investi dans des tenues de pilotes. Voilà. C'était pour Marseille, Provence, capitale européenne de la culture. Donc il y avait eu quand même des moyens. On a fait voilà plein d'actions comme ça. Et il a fallu gérer quand même 10 ans aussi de mécontentement des riverains, mais pas que les habitants, mais surtout les commerçants. Il y a 2 rues commerçantes entre Ville d'Arles, et on est dans une de ces 2 rues commerçantes. Donc autant vous dire que les commerçants, ils faisaient un petit peu la tronche parce qu'ils avaient quand même perdu pas mal de clientèle, puisque le musée attire quand même beaucoup de monde. Donc on a essayé de monter aussi des projets avec les commerçants. On a fait des ateliers de médiation dans les boutiques. Moi, j'ai tenu un atelier de médiation sur les insectes dans la pharmacie. Les insectes dévoreurs de patrimoine. Voilà. C'était des petites choses comme ça qui font que sur la longue durée, on arrive à... Il faut, non seulement on entretient de bonnes relations avec nos voisins, mais aussi on maintient le désir de musée. Pendant 10 ans, c'est dur à mener. Voilà. Et une fois le musée ouvert, il y a on a épluché aussi les livres d'or, les Google Comments et tout ça. Et on était un petit peu déçus, l'équipe musée, à la réouverture, parce qu'on voyait toujours « Oh, quel beau monument !» dans les livres d'or. « Oh, quel beau lieu !» Et nous, on était là, on avait bossé pendant 10 ans pour avoir un beau musée, pas juste un beau lieu ou un beau monument. Et donc, on a, une fois la déception passée, on a de nouveau retroussé nos manches et on s'est dit, on va s'attaquer au problème, on va améliorer
le propos, les textes de salle. On va créer des petits dépliants pour expliquer un peu ce que c'est le musée du musée. On va mettre en valeur 10 objets phares dans les collections. Voilà. Et ça commence à s'infléchir. Voilà, ça porte ses fruits. Et maintenant, on a de plus en plus un équilibre. C'est un beau lieu et un beau musée avec des belles collections. Voilà. Donc on est content. Donc, je vous propose de terminer sur cette note positive et qui donne satisfaction aux deux parties, si j'ose dire, même si en fait, voilà, il y en a évidemment pas que deux et que ce ne sont pas deux parties qui sont opposées dans de tels projets, mais bien complémentaires. Alors, on a fait un peu marathon avec seulement 2 minutes de décalage. Est-ce qu'on prend quand même quelques questions s'il y en a ou des réactions où vous avez vraiment trop faim et vous voulez aller goûter le patrimoine gastronomique. Sachant que voilà, les visites de cet après-midi seront aussi, à mon avis, l'occasion de discussions nourries, y compris avec les intervenants qui pourront rester, et que les débats se poursuivent demain. Oui. Bonjour, merci pour vos présentations. Je suis architecte du patrimoine et je m'interroge sur la gestion du déplacement des collections. Parce que vous n'en avez pas du tout parlé, mais je pense que ça doit beaucoup participer à la bonne conduite notamment du chantier pour la suite et puis justement de la gestion du temps. Où est-ce que sont déplacées les collections? Est-ce que c'est quelque chose qui a été intégré dans le cadre de la mission de maîtrise d'œuvre? Ou est-ce que c'était quelque chose que vous avez, vous, complètement géré de votre côté et l'équipe de maîtrise d'œuvre n'était pas du tout intégrée dans cette recherche? Et deuxième question, par rapport à la médiation dont vous parliez, quel a été le rôle de l'équipe de maîtrise d'œuvre pour justement participer et vous accompagner dans le cadre de la médiation avant les travaux et dans le cadre des travaux? Merci. Je réponds. Je commence. Oui. Alors, pour la question du déplacement des collections, la maîtrise d'œuvre n'a pas du tout été associée. C'est vraiment nous en interne qui avons géré dès la mise en place en fait, du chantier des collections en 2007, puisque, comme je le disais rapidement, les réserves du musée étaient sur site, dans les caves, dans les combles. Donc, il a fallu déjà préparer l'ensemble des collections au déménagement. Et c'est pour ça que l'étape préalable, c'était la construction des réserves externalisées. Donc, on a déménagé pendant 10 ans, au fur et à mesure de l'avancée des travaux, encore une fois, les collections, mais entièrement pris en charge par l'équipe de conservation. Et pour la deuxième question également, la question de la médiation n'était pas du tout... il l'avait en tête, mais c'était pas... là aussi, peut-être qu'il manquait dans l'équipe quelqu'un d'un peu spécialisé dans ce domaine. Donc, c'est plutôt nous, en interne, qui avons pris aussi ces sujets en direct. C'est un peu la même histoire pour le musée en Arlatin. Effectivement, le musée faisait office de réserve aussi, puisqu'en fait, on mettait nos collections dans les armoires de collection ou dans les buffets de collection. Il y avait quand même, quand les collections ont commencé à être vraiment trop volumineuses au fin des années 90, il y a une partie du deuxième étage du musée ça a été transformé en réserve, donc on a perdu de l'espace d'exposition. Et on a aussi fait un chantier interne à l'issue du chantier des collections. On a fait le déménagement des collections. Chez nous, ça a pris 2 ans. Ça a été une opération bloc. Il y a eu je crois, une trentaine de rotations de camions. Et on a fait construire les réserves externalisées qui sont sur une ancienne friche industrielle des ateliers SNCF de réparation des locomotives. Donc on est dans l'atelier des roues et ressorts et l'architecte des réserves a construit une boîte dans la boîte pour que ce soit viable pour des collections patrimoniales. Et donc pendant 2 ans, on a sur la plateforme de tri, le deuxième étage du musée, on conditionnait les objets, on faisait un inventaire sommaire, une prise de vue, des constats d'état, etc. Et après on envoyait en camion. Et pour les objets complexes, c'est les déménageurs qui ont fait le conditionnement. Et ça s'est passé avant la désignation de l'architecte de la rénovation du musée. Voilà. Ah oui, pardon, c'était quoi déjà? Ah oui, est-ce que l'architecte la maîtrise d'œuvre nous a accompagnés sur la médiation? Disons que quand on lui demandait, quand on leur demandait, oui, non, mais c'est pas du tout. En plus, j'ai aucune, j'ai envie de dire chacun son métier. Bon.
Quand on demandait à l'équipe de maîtrise d'œuvre s'ils pouvaient nous fournir des visuels, des éléments de langage, pour qu'on se les approprie, qu'on les transpose auprès du grand public, ils répondaient toujours présents, bien sûr. Mais ils n'étaient pas acteurs de la médiation au sens où ils n'étaient pas face publique. Voilà. Mais ça se passait bien. À Nancy, en fait, le premier élément de la rénovation, ça a vraiment été la construction d'une réserve commune, mais qui présente la particularité d'être partagée par les 5 musées de la ville et de la métropole. Donc les 3 musées municipaux et les 2 musées de la métropole partagent une même réserve qui a été construite en périphérie. Et donc, effectivement, c'était de toute façon, on savait qu'on ne pouvait pas vider le Palais Ducal sans disposer d'un outil de ce type. Le chantier, il a été mené entre 2018, 2019, début 2020. Ça a duré 18 mois, le chantier de déménagement. On a tout fait en interne, évidemment, avec des restaurateurs pour la dépose des objets les plus complexes et évidemment des transporteurs pour les objets les plus volumineux ou pondéreux. Alors, c'est complètement fou. Hein. Ça a été un chantier complètement fou et la régisseuse en poste à l'époque a fait un travail qui était complètement délirant puisque le musée Lorrain, c'était... des objets scellés à peu près dans tous les murs, des éléments de boiserie, une ancienne pharmacie, enfin je vous passe les détails. Mais, et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, pour une certaine part, on est coincé, c'est qu'on avait besoin de ce temps, vous voyez, pour pouvoir vider le musée, pour pouvoir le mettre à disposition de l'architecte pour les travaux. Et entre-temps, il se trouve que les appels d'offres ont été infructueux, mais nous, on avait déjà vidé parce que de toute façon, il fallait commencer. Tout ça étant évidemment avant le Covid, enfin, donc, bref, un certain nombre d'éléments sont venus compliquer ensuite le projet. Pour ce qui est de la médiation, moi quand j'ai rencontré Philippe Charles Dubois, qui maintenant n'est plus en activité, il a passé la main à ses associés, donc c'est vous dire si le projet est long. Il n'avait pas de téléphone portable. Donc aujourd'hui, en termes de médiation, de communication, vous voyez, j'étais plutôt face à des architectes à l'ancienne. Alors je ne sais pas si la notion d'architecte à l'ancienne va parler à François Tran, mais vous voyez, autant certaines équipes au moment du concours qui auraient sans doute été plus à l'aise avec ne serait-ce que fournir une image 3D des salles. Enfin, vous voyez, il y a des gens qui savent faire, il y en a d'autres, tout de suite, c'est pas leur univers, si vous voulez. Donc là, c'est sûr qu'on leur a demandé des choses, mais on ne peut pas forcer des gens dont ce n'est pas la nature, si vous voulez. Hein. Et je pense que ça tient aussi à la génération. Après, au moment d'un concours, il y a plusieurs propositions. Ils avaient la proposition qui était la plus intelligente en matière de fonctionnement du musée, la plus respectueuse en matière de respect des espaces existants, mais certainement pas la plus punchy en matière de médiation. Ce qui fait que nous-mêmes, derrière, on a dû d'ailleurs se battre pour mettre du numérique, des écrans, enfin toute chose, si vous voulez, qui n'avait pas été incluse de façon suffisamment massive. Alors aujourd'hui, je reviens où j'ai commencé. C'est sûr qu'aujourd'hui, notre principal problème, c'est qu'on a un musée qui a été pensé il y a 15 ans. Et les attentes de la société vis-à-vis des musées, elles ont considérablement changé depuis 15 ans. Aujourd'hui, vous savez, les notions de genre, de minorité, de rapport aux anciennes colonies, que sais-je, tout ça, c'est des choses qui sont essentielles et qui sont absolument absentes du projet tel qu'on l'a conçu en 2007-2008. Donc comment on fait aujourd'hui pour, sans tordre le bras de l'architecte, faire évoluer le projet? Et on a la chance, et ça c'est vraiment une chance qu'on a depuis 2008, d'avoir des architectes qui sont capables de s'adapter. Et moi, je considère que la plus grande qualité d'un architecte, c'est d'avoir une copie encore meilleure quand on lui a redonné une contrainte supplémentaire. Et on a la chance d'avoir ce type d'équipe à Nancy et pas une diva, vous voyez, qui nous dit moi, c'est fini, je claque la porte, je m'en vais. Et c'est, à mon avis, donc voilà, ce ne sont pas des gens hyper modernes dans leur approche de la communication, mais ce sont des gens merveilleux dans leur pratique de l'architecture. Merci. Aymeric, on va manger? On va manger, oui, non, moi, ce n'était pas juste une question, c'était juste une remarque. Je suis très étonné qu'il n'y ait pas eu de scénographe à Dijon et de muséographe dès le concours, parce que vous avez l'habitude de faire vous-même les scénographies. Oui, mais en effet, ce que je disais, ça serait à refaire, on ne ferait pas du tout la même chose, en fait, parce qu'être obligé de s'associer à un AMO en le prenant à part en assistance
qu'on a payé pendant 4 ans pour nous faire du parcours et de la présentation. Donc ça faisait encore une autre personne qui rentrait dans le projet, qu'il fallait articuler avec l'architecte Yves Lyon, avec l'architecte MH, avec toutes les équipes. Donc on a travaillé avec Frédéric Ladonne, pour ceux qui connaissent, qui avait fait la programmation aussi de nos réserves, donc il connaissait bien Dijon et nos problématiques. Mais en effet, c'est quelque chose qui peut sembler quand même assez étonnant pour une ville, en tout cas comme Dijon. Ouais. Après, si je peux me permettre d'ajouter, nous, le choix qu'on a fait, effectivement, c'est une équipe d'architectes qui est aussi une équipe d'architectes d'intérieur. Hein. La muséographie, elle est traitée sur le mode de l'architecture d'intérieur. Il me semble que dans un contexte de monument historique, c'est pas forcément un problème, si vous voulez, parce que moi, faire du show dans un monument historique, ça m'intéresse pas vraiment. Je pense qu'aujourd'hui, nous, là où on va muscler un peu le projet, c'est sur l'aspect plutôt signalétique. On est plus aujourd'hui, si vous voulez, à chercher un signaléticien qui viendra compenser, on va dire, les choses un peu trop tradies qu'on peut avoir dans le parcours, plutôt qu'un scénographe qui mettrait du show là où le bâtiment ne l'appelle pas. C'est super. Il y aura sûrement des grands débats l'année prochaine, enfin, demain, sur la question des scénographes et du show. Ouais. Non, mais c'est super intéressant parce qu'on sait à quel point, nous, dans les projets, on voit à quel point il faut absolument que les architectes soient main dans la main avec le scénographe, muséographe, qui ne font pas forcément que du show. Après, il y a différents musées. C'est vrai que dans un musée des Beaux-Arts ou un musée d'art et d'histoire, je ne sais pas comment vous le définissez pour le musée Lorrain, c'est peut-être moins important au niveau de la scénographie. Ce qui est sûr aussi, c'est la question de l'équipe. Un concours, c'est un package. Et on prend un package, et puis parfois, on ne connaît pas forcément tout le monde, et on ne peut pas enlever des personnes. Et donc voilà, il y a toujours une part de ça dans les projets. En tout cas, c'était très intéressant. Oui, effectivement, je pense qu'on peut lever la séance, d'autant plus que je voulais juste rappeler, à moins que tu le fasses. Non, vas-y, je pense que tu maîtrises mieux que moi l'après-midi. Non, rappelez que donc, cet après-midi, il y a des visites, que ces journées avec l'INP et avec l'ADRAC, on les a voulu très concrètes, vous voyez, qu'on soit vraiment dans le dur, effectivement, pour pouvoir aider. Et que donc ces visites sont dans différents musées, et pour certaines, commencent à 14h. Non, pardon, 14h, c'est le départ de la navette, donc place de Verdun. Donc c'est pour ceux qui vont à Visil et à Vif, donc départ à 14h20. Ouais. Donc, départ à 14h20, place de Verdun, c'est la place qui est juste à côté, là, la place qui est devant la préfecture. Et sinon, vous avez tout le programme à l'intérieur. Donc, les premières visites sont plutôt à partir de 15h. Donc, ça vous laisse le temps pour les de visites vous sur restaurer. site. Ouais. Et vous avez un petit plan avec, pour ceux qui ne sont pas de Grenoble, la place de Verdun. Merci beaucoup. Merci.